En 2026, la cybersécurité ne concerne plus seulement les hackers qui volent les données, elle concerne également les fausses informations capables d'influencer l'opinion, de déstabiliser des États ou même de fragiliser des entreprises. Alors que la France vient de publier sa nouvelle stratégie nationale de lutte contre la manipulation de l'information pour la période 2026-2030, la désinformation devient un enjeu cyber stratégique majeur, politique, économique, technologique et aussi humain. Alors qu'en parallèle, l'impact de la désinformation est lui estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros en 2024 dans le monde, on a eu envie chez Cybertavi de proposer un éclairage sur cet impact pour tenter d'éclaircir ces nouveaux enjeux qui nous concernent toutes et tous. Et pour en discuter aujourd'hui avec nous, nous recevons Mélissa Perrier-Béton. Salut. Salut. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir. Alors je te présente rapidement, tu es rédactrice en chef du média InCyber News et instigatrice du podcast InCyber Voices. Tu es également lauréate du Cyber Women Day dans la catégorie femmes dans les métiers en support de la cybersécurité en 2025. Beau palmarès. Merci beaucoup. Alors même si on vise toujours des infrastructures numériques, la cible elle a changé, la nature de la cible elle a changé. On a de plus en plus d'infrastructures critiques comme les hôpitaux, les transports, l'énergie par exemple qui sont visées. Et de plus en plus récemment on voit les institutions publiques qui sont un cœur de cible également, les fédérations, etc. Et ce qu'on repère également, c'est de plus en plus en fait une logique géopolitique derrière, et c'est là qu'on voit que la menace elle change de nature en fait. Même dans des conflits récents, actuellement. Évidemment, alors là on est vraiment sur la cyberattaque. Dès le début du conflit, le 28 février, dans les premières heures qu'on suivi les premières attaques sur Terre, en parallèle, il y avait déjà une guerre hybride en fait avec des premières attaques qui visaient notamment des médias pour couper l'accès à l'information et d'autres entreprises qui apparemment auraient été piratées. Donc tout ça, ça reste des faits c'est des faits peut-être vérifiables, mais en tout cas, voilà, visiblement, même dans les guerres aujourd'hui, il y a une notion d'attaque qui est très forte. Et de cybersécurité, de cyberguerre en fait, en quelque sorte. Ouais. Et oui, exactement. Ouais. Et justement, là en février, si je me trompe pas, donc il y a la stratégie nationale de cyber qui a été rendue publique avec du coup un volet sur la désinformation. La stratégie, elle rappelait que les attaques, elles viennent forcément des mecs qui sont dans leur sous-sol, si je peux grossir le trait, parce que je sais qu'on s'adresse à un public jeune. Le mec avec le sous à capuche, c'est le cliché qu'on a. Aujourd'hui, tu as des États qui carrément, ce qu'on appelle des groupes qui travaillent pour attaquer d'autres États. Oui, puis on a vu d'activistes vraiment qui opèrent. Il y a du coup il y a des réponses, c'est-à-dire qu'on va à la fois attaquer et aussi se défendre avec des méthodes, que ce soit malware, attaque, DDoS, toutes ces choses-là. Alors sans rentrer dans le détail, mais c'est-à-dire que on peut l'utiliser à la fois pour attaquer et pour se défendre. Donc c'est vraiment au cœur en fait aussi de la guerre comme on l'entend, et plus seulement avec c'est des armes numériques en fait. Ouais, c'est ça, et la logique elle est plus forcément économique derrière, elle a vraiment une visée de manipuler l'opinion. Tu as employé le terme de cyberguerre. Je pense que si notre sujet c'est la désinformation, on peut même parler de guerre informationnelle. L'idée de ces actions, qui sont des formes d'attaque, mais qui sont de plein de natures différentes, on le verra tout à l'heure, elles cherchent vraiment à influencer les perceptions, à semer le doute, à fragiliser la confiance, que ce soit dans les institutions ou auprès d'une population cible. Donc finalement c'est plus insidieux, en fait on s'en rend peut-être même moins compte que quand quelqu'un cherche à voler ton argent, à t'arnaquer, etc. C'est ça, en fait une campagne de désinformation, à la différence d'une cyberattaque, elle a un impact qui est plus sur un long terme. C'est immatériel et potentiellement ça va être plus difficile à corriger. Aujourd'hui on n'est plus seulement sur viser les machines, mais on est aussi sur viser les esprits, donc de manière plus insidieuse. Une campagne de désinformation, selon toi ou par rapport à ce qu'on sait, est-ce qu'elle peut provoquer en fait autant de dégâts qu'une cyberattaque contre une infrastructure? Complètement, même si c'est des dégâts qui en plus sont d'ordre pécuniaire quand même. D'ailleurs Sopra Steria il a publié une étude il y a une semaine déjà. Ils estiment, selon plusieurs sources de données, qu'il y a quand même un impact de 417 milliards de dollars au niveau mondial en 2024. Cet impact il est colossal. Donc on voit qu'il y a un impact à long terme. Ça semble immatériel comme ça, mais finalement derrière il y a quand même du coup un impact financier. On pense. Et puis il y a des victimes aussi, pas indirectement. Quoi. Exactement, ouais, bien sûr. J'ai du mal à dire que c'est une vraie. Si c'est une cybermenace, parce que c'est dans le numérique et que ça vise à faire des dégâts qui sont d'une autre nature encore une fois qu'une cyberattaque. Mais c'est vrai qu'une cyberattaque, ça a vraiment un impact court terme, c'est beaucoup plus concret, c'est réversible, même si c'est très coûteux, attention. Alors que c'est vrai que la désinformation a un impact qui est plus sur un long terme, notamment dans le cadre d'une guerre, si ça vise à manipuler les esprits des populations,
renouer la confiance, ça peut prendre des années. C'est un effet délétère, c'est ça. Voire c'est irréversible dans certains cas. On a peut-être quelques chiffres clés aussi pour que les gens se rendent compte vraiment, parce que je pense qu'il y a aussi cette idée qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent non mais moi je suis pas, voilà, moi je suis pas naïf, moi je vois bien quand une information elle est fausse, etc. On a quand même des chiffres qui sont assez parlants. Ouais, mais dans la fameuse stratégie, ils étayent avec des chiffres, notamment comme 57% des internautes qui sont confrontés à une désinformation par semaine. Ouais. Plus d'un sur deux. C'est plus d'un sur deux. Et les gens sont très au fait que donc 93% des personnes savent que l'IA peut produire des deepfakes. Donc, à contrario, quand même, ils savent que potentiellement des contenus sont manipulés. Et évidemment, on le sait, le principal vecteur dans tout ça, et 82% des personnes le considèrent, c'est les réseaux sociaux. Oui. Et puis même si on a l'impression qu'on ne s'informe pas directement sur les réseaux sociaux, en fait, on y est tous confrontés parce que y a des fois il y a des contenus qui sont promotionnels, ou même parce que en fait on va pas vous dire directement une information, mais ça va être un sujet un peu plus évasif qui va viser aussi à vous faire prendre quelque chose ou à aborder un sujet plutôt qu'un autre. Et ça dans tout ce qui va être un peu même certaines propagandes d'État. En fait, on l'a vu même avec des pays qui ont tenté de manipuler dans d'autres pays des élections via des phénomènes de pop culture, des choses comme ça. Donc en fait, même si on n'est pas dans des contenus sérieux et dans de l'information pure et dure, on est tous concernés et il faut être très vigilant à ça. On se rend compte, que ce soit au Moyen-Orient ou dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que les réseaux sociaux c'est le nouveau théâtre de ces cybermenaces. T'as des images qui sont manipulées, qui sont publiées, même plusieurs images par seconde. T'as des récits contradictoires, tu le disais, et en plus tout ça c'est coordonné derrière. C'est pas juste une personne qui va poster un truc. Derrière, il y a une vraie stratégie, quoi. C'est une machine qui est... Une organisation. Ouais, exactement. C'est pas seulement créer une fausse information, ça peut avoir des incidences beaucoup plus larges. Sur une élection, on l'a vu aussi avec le Covid, en fait. Ça a beaucoup émergé aussi ces dernières années. Sans parler que des anti-vax, du coup, qui ont incité les gens à ne pas se vacciner, du coup, à mettre en danger la population. Il y a peut-être des gens qui sont persuadés, qui sont intimement persuadés qu'ils n'allaient pas se faire vacciner, mais forcément ça a créé une crise sanitaire qui était d'une ampleur encore plus importante. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une défiance qui est en train de naître vis-à-vis de l'information. Puis on le voit, de plus en plus de personnes ont moins confiance aussi envers les médias. Ça vient aussi renforcer avec tous ces contenus qui visent à déstabiliser la confiance médiatique, où du coup, en fait, tout vient se mélanger. Il faut vraiment prendre du recul souvent et ne pas hésiter à recouper des informations, prendre le temps. On parlera des fameux conseils qu'il faut appliquer, et je pense qu'il y a beaucoup de bon sens, mais il y a quand même des conseils assez concrets, on y reviendra. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en plus, cette désinformation, elle influence des décisions collectives, des élections. Je pense à un jeune de 18 ans qui va bientôt voter pour la première fois. Selon ce qu'il consomme sur les réseaux sociaux, forcément, il y a des bulles de filtres qui sont créées autour de ses centres d'intérêt, de ses opinions. Qui vont renforcer ses croyances. Ça renforce ses croyances, et plus il va consommer un contenu sur tel ou tel candidat ou telle idée, plus il va en recevoir, et potentiellement, dans cette saturation informationnelle, il y aura des contenus qui sont faux en fait, ou déformés. Et il va avoir plus de mal à détecter parce qu'il y a cette confiance où mais c'est pas un média, c'est un influenceur, etc. Et aussi il y a beaucoup de déstabilisation qui joue là-dessus aussi sur le fait qu'on va se sentir plus proche peut-être d'un créateur, d'un influenceur, et que du coup on va plus facilement en fait passer, être moins vigilant, quoi. Carrément. Et pareil, quand tu demandes à un jeune son opinion sur un conflit, j'ai pas envie de trop rentrer dans le détail, par exemple à Israël, parce que c'est touchy, mais au-delà des mots, il y a des images qui circulent. Et parfois, les images, en fait, elles sont issues de jeux vidéo. Les Russes, ils ont diffusé des vidéos des vidéos d'un jeu vidéo qui s'appelle Almata. C'est à s'y méprendre, mais même moi, peut-être que je pourrais me faire avoir, qui montre du coup un soldat ukrainien qui cause du tort à un Russe, et potentiellement, ça fait déformer ta vision des choses. Et puis ça aussi, c'est joué aussi sur le fait que en fait, les informations, elles circulent tellement vite que en fait, au bout d'un moment, la moindre chose un peu crédible, je sais pas si on a des chiffres sur la quantité d'informations qui circulent, mais faut que les gens se rendent compte à quel point c'est phénoménal, quoi. C'est 20, je crois, j'avais lu justement, il y a un site en ligne, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc international. T'as le nombre de contenus qui sont créés à la seconde, je crois qu'on est sur 29 000 gigaoctets à la seconde. Je pense qu'en fait, il y a même plus d'ordre de grandeur existant sur le nombre de contenus aujourd'hui qu'on a en ligne. Et forcément, alors même si la désinformation, je ne l'ai pas dit dès le début, elle existe depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, c'est une échelle, pareil, qui est incroyable. En fait, ça se répand de vitesse. Il suffit qu'il y ait une fake news qui apparaisse pour qu'elle soit reprise, partagée par... Franchement, je pense qu'on peut parler de millions de personnes à l'échelle mondiale, surtout quand on parle de conflits internationaux, quoi.
selon la cible à laquelle on s'adresse, il y a plusieurs formes de désinformation qui existent. Quand je dis des formes, il y a plusieurs biais. C'est pas juste un deepfake. Parfois, c'est simplement une info qui est sortie de son contexte ou un montage tout bête. Tu prends le discours d'un politique, tu vas couper le moment qui est hors contexte. Voilà, et finalement, tu vas diffuser que le moment, on l'a vu même en France, hein, où il va dire quelque chose qui est sorti de son contexte. Voilà, tu diffuses que ça, et puis du coup, finalement, ça, dans l'esprit des gens, ça envoie un message qui est faux. Du coup, on revient sur cette saturation informationnelle où du coup, on va voir cet extrait, on va très vite passer à autre chose, mais on va le retenir plutôt que de se dire, mais je vais peut-être aller voir le discours complet, voir un peu dans son contexte. Ça joue aussi sur notre prise de décision rapide, un peu comme font aussi les hackers quand ils veulent vous arnaquer, ils jouent sur l'effet d'urgence, etc. Donc là, c'est un petit peu pareil aussi, en fait, c'est des techniques qui s'adaptent, mais qui retombent un peu toujours dans leur même travers, quoi. Carrément. Il y a un autre fait, il y a une autre typologie d'action qui me fascine toujours, c'est tous les réseaux de faux comptes qui sont créés, qui sont souvent derrière des groupes d'opinion, dans des partis politiques dans certains pays, et ils sont créés pour diffuser des récits. Et potentiellement, ces personnes vont être suivies ensuite par des millions de personnes. Il y a même des politiques qui ont embauché, ou en tout cas qui ont collaboré avec des influenceurs, ça c'était plus aux États-Unis, même si je pense qu'en France on est peut-être aussi concerné, justement pour encore une fois miser là-dessus sur moi j'aurais peut-être moins de crédibilité qu'un influenceur, et donc qui n'hésite pas à utiliser en fait cette relation parasociale qu'on peut avoir aussi, quoi. Et là, on parlait pas mal de politique, mais je peux donner un autre exemple qui est assez concret, la santé. Il y a pas mal de vidéos virales qui circulent. Et je pense à des gourous, des youtubeurs, qui laissent entendre, notamment pendant la pandémie. Alors, on s'adresse à des jeunes, ils ont peut-être tous des souvenirs de la pandémie. C'était il y a pas si longtemps. Il y avait quand même des mecs qui disaient si tu manges du roquefort, tu guéris du Covid. Ouais. Alors, je pense pas que les gars travaillaient pour société. Mais dans tous les cas, non, il y a, comme on disait tout à l'heure, les campagnes de désinformation qui ont pu être menées, elles étaient tellement intenses qu'il y a carrément le mot infodémie qui a été créé. Ouais, il y a des mots et l'OMS, ils ont carrément créé une chaîne de désinformation spéciale, disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Parce que les gens qui doutaient de ce qu'ils disaient sur les réseaux sociaux, ils pouvaient appeler pour prouver ou désapprouver la véracité de tel conseil. Malheureusement, souvent le mal il est déjà assez fait, et du coup il y a aussi, on en parlait, de jouer sur cette confiance qui se désagrège petit à petit, quoi. Ouais, carrément. Voilà, phénomène très intéressant. L'IA, on en parle énormément, en cybersécurité évidemment. Est-ce qu'on pourrait dire qu'avec l'IA, on a franchi aussi un cap dans la manipulation d'informations ? Oui, et 10 fois oui, clairement, l'IA, elle a changé l'échelle du problème. Et encore plus avec la Gen AI, l'IA générative. Les deepfakes, alors elle existe, elle n'est pas tout à fait récente, même si le buzzword, on n'est plus vraiment dedans non plus, mais les deepfakes, ils existent depuis quand même une bonne dizaine d'années. Mais ils se sont vraiment sophistiqués. En fait, ils sont beaucoup plus sophistiqués, exactement. Moi, je peux le dire à titre personnel, il y a un mois, j'ai partagé une vidéo drôle à des amis en disant le gamin, comment il joue de sa grand-mère, c'est un petit con et tout. Et en fait, et tout le monde s'est foutu de moi, mais tu vois bien que c'est fait de l'IA, quoi. En fait, des fois, il y a même, on sait que c'est de l'IA, et c'est tellement bien fait que du coup, on doit s'appuyer sur d'autres sorts qui sont pas seulement un petit décalage, un petit problème de pixels, etc., ou plus contextualiser, se dire c'est pas possible que ça arrive. Alors quand c'est pour des trucs un petit peu du divertissement, c'est pas très grave. Non. Mais en fait, se dire mais en fait, si c'est important de savoir reconnaître, et de toujours se dire, même si ça a l'air super vrai, en fait, remettre dans le contexte et dire, en fait, c'est impossible que ça arrive. En tout cas, je ne l'ai vu nulle part ailleurs, quoi. Ouais, et tu vois, en 2022, si l'IA générative a commencé à être un petit peu plus sophistiquée, mais je sais pas si tu te rappelles de cette vidéo de Zelensky qui a été diffusée, où il appelait les soldats ukrainiens à se rendre, quand même. C'était pas parfait, techniquement, mais elle a circulé sur les réseaux sociaux. Des dégâts. Mais ça a influencé, et même le moral du pays, en fait. Et je me souviens très bien de cette période, et je pense que c'est un peu d'ailleurs l'événement qui a permis de révéler un peu au grand public ce qu'était un deepfake. L'incidence de l'IA aussi à grande échelle. Ouais, carrément. Et c'est vraiment ça joue sur l'émotion des gens quand plus ça paraît véridique, et plus ça va jouer sur l'émotion et sur la naïveté. J'aime bien, on va parler de cybercognitif, tu vois, c'est un impact sur le cognitif qui est très fort, et du coup c'est là qu'il y a une manipulation. C'est là que la manipulation elle est effective, quoi. Ça fait partie des conseils que je peux donner, c'est de développer son esprit critique, c'est super important. À titre personnel, c'est pas que aux jeunes de le faire d'eux-mêmes, je pense que l'éducation
Enfin, elle doit s'adapter aussi, l'éducation média doit s'adapter à ça aussi. Hein. Exactement. Et on en parlait tout à l'heure des élections, à l'aube des élections présidentielles. J'espère que les enseignants en terminale ou en fac vont inviter les jeunes à ne pas se fier qu'à un seul fil sur Insta, X, TikTok. Ou suivre seulement un influenceur. Voilà, exactement. On le disait un peu, mais du coup, aujourd'hui, avec l'IA, en fait, c'est pas seulement en fait, de créer du faux qui va être le problème, ça va être de prouver derrière que c'est vrai. Carrément. Et ça peut être compliqué parce que démontrer quelque chose qui n'est pas arrivé, c'est souvent un peu compliqué. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut vraiment être vigilant. Tout à fait. Bon, il y a des contenus qui vont pas forcément mériter d'enquête pour vérifier que c'est vrai ou faux. En revanche, il y en a, je pense que ça vaut le coup de faire appel justement à des techniques. Je sais pas si tu connais le ZINT. En tout cas, j'en ai entendu parler. Ouais, tu vois, c'est le fait d'accéder à des données qui sont ouvertes, donc en ligne. L'open source intelligence, ouais, pour les gens qui en ont entendu parler. En fait, ceux qui font le ZINT, on peut un peu les comparer à des détectives, mais sur Internet. Et en bref, c'est l'analyse méthodique, vraiment, d'informations qui sont accessibles publiquement. Oui, parce qu'en fait, il y a énormément d'informations qui circulent publiquement, privées, publiques, etc. Maintenant, encore faut-il savoir où et comment les chercher, quoi. Justement, une image d'une scène de guerre. Ça doit recouper l'endroit, etc. T'as carrément des mecs qui vont dire ah mais là le soleil il était ici, le conflit en question c'était à telle heure donc c'est pas possible, ça coïncide pas. C'est beaucoup plus technique, ils vont aller voir, ils vont aller creuser carrément dans les informations techniques de la vidéo derrière. Je suis désolée si j'ai pas le terme exact, mais les données en fait. Les données pardon. Et heureusement on a des personnes comme ça qui opèrent derrière. Qui sont là. C'est un travail qui est colossal. Colossal, carrément. Et je pense notamment, il y a un média, Forensic Architecture, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui, à chaque fois que il y a un peu, surtout dans des conflits, là où c'est des sujets vraiment qui méritent l'attention, des bugs, des fois des vidéos, même les décodeurs du monde, des choses très précises. Et je pense que c'est assez intéressant à aller voir pour se rendre compte aussi du travail qu'il y a derrière. Carrément, ouais, je vous invite à aller voir ça. Et puis nous, on publie régulièrement des articles sur le ZINT. Chez InCyber, vous travaillez là-dessus aussi. Ouais, et on a carrément d'ailleurs là bientôt il y a le forum InCyber, c'est le moment de promo, pardon. Et pendant le forum, on a une journée qui est dédiée à le ZINT. Et si ça t'intéresse, c'est une journée complète avec. Franchement, on a un parterre de speakers incroyables, des grands spécialistes, c'est vraiment des pointures internationales qui vont expliquer en fait leur méthode de travail et donner en plus, apporter des témoignages. C'est assez incroyable. Et d'ailleurs, notamment, on en parlait juste avant, mais justement cette vidéo du début de la guerre en Ukraine où il y avait certaines images qui provenaient de jeux vidéo, ça a été notamment débunké grâce au travail des Zinter qui ont pu voir que les environnements n'existaient pas ou des choses comme ça. D'ailleurs, même si c'est pas le cas forcément chez InCyber, en tout cas pas encore, on demande à des journalistes d'avoir les compétences de ZINT désormais. Probablement des revues plus géopolitiques ou forcément, ou peut-être pas dans la cyber aussi. Ouais, c'est une profession qui d'ailleurs est très sexy, qui attire de plus en plus de monde. Mais heureusement que ça se démocratise aussi. Et tu vois, par contre, je pense que dans le cadre de la désinformation, c'est important qu'on souligne que tu as aussi le dark ZINT qui est né. Tu vois, il y a parce que les halozines, on va dire, un peu positifs, là où tu fais du bon, et du coup, forcément, il y a la côté dark avec les mauvais. Exactement. Des personnes qui sont passées pour des osinters, c'est fou, pour rendre plausible une analyse, qui vont mettre, qui vont flécher les trucs, qui vont utiliser les mêmes codes en fait pour faire croire que tel contenu est vrai en fait. Et je ne vais pas citer quel pays fait ça, même si vous avez peut-être une petite idée. Mais typiquement, c'est arrivé de mémoire aussi, toujours en 2022, il y a eu un massacre à Boutcha en Ukraine. Et typiquement, à ce moment-là, il y a des faux osinters. Ouais, qui ont œuvré, entre guillemets, quoi. Des positifs, négatifs, je pense qu'avec l'IA, on peut un peu avoir cette même idée. J'imagine que l'IA a permis aussi, est un outil important pour les auditeurs aujourd'hui qui permet peut-être de rendre la collecte d'informations peut-être plus automatique, des choses comme ça. Ouais, t'as ça, et puis au-delà de ça, t'as quand même des acteurs qui font des détections de fake news aussi, de deepfake, de clonage de voix. Typiquement, nous là, on vient de récompenser au forum, on a un prix de la startup, on a récompensé une startup qui s'appelle Label for AI. T'as Trust My Content, pareil, qui permet de vérifier la véracité d'un fait qui est publié. Alors l'IA, c'est à double tranchant, c'est aussi bien elle va créer des faux contenus, mais elle va aider à les détecter. Et tout ça, ça évolue à une très grande vitesse, donc on peut espérer qu'à terme, elle aidera automatiquement en fait à
à à détecter quoi. Ouais. Et même si je pense que les grandes plateformes, ça les arrange aussi qu'il y ait toutes sortes de contenus publiés. Ça les arrange pas d'intégrer ces outils directement. Oui, c'est vrai que c'est compliqué parce que les plateformes, leur objectif, c'est surtout de faire du chiffre. Et du coup, plus un contenu il va être relayé, et souvent les fausses informations, elles sont aussi faites pour être relayées rapidement. Donc en fait, ça crée de l'engagement et forcément, ça crée de la publicité, ça crée de la présence. Donc il y a aussi ce truc en fait, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte aussi sur qui va vouloir que ce soit encadré, qui va plutôt, on va dire, pas forcément ne pas le vouloir, mais en profiter quoi. C'est un autre débat, on va pas rentrer dedans. Pas trop aller sur ce terrain non plus. mais voilà, vraiment de l'avoir en tête quoi. On a beaucoup parlé d'un point de vue professionnel, et donc l'OSINT, c'est pas forcément accessible au commun des mortels, même si j'invite les gens franchement à se renseigner là-dessus. Concrètement, face à ces manipulations, est-ce que les citoyens lambda, ils ont quand même encore un moyen de se défendre contre la désinformation? Carrément, on peut lutter, on parle d'une lutte contre la désinformation, et aussi bien l'État, on l'a dit au début, elle met en place de stratégies, que ce soit la France, même la Belgique, qui sont très en avance là-dessus. Côté privé, on l'a dit, il y a des entreprises qui développent des technologies. Et tu as aussi, à l'échelle plus institutionnelle, plus internationale, tu as carrément des organisations qui donnent des conseils plus concrets. Je me demande si c'est pas l'Union européenne qui a carrément listé 10 conseils clés. C'est le Parlement. Si on peut les partager. Ouais, carrément. Sans peut-être tous les citer, on le disait, vérifier la source. Est-ce que c'est un média qui est reconnu? Est-ce qu'on peut identifier la source? En fait, même peut-être tu vas dans les mentions légales. Oui, parce que des fois, il y a des sites qui se font passer aussi pour des sites officiels. Donc ça aussi d'aller voir dans les mentions, ou tout simplement juste de recouper en fait les informations. Exactement, on les recouper, on disait vérifier qu'il est sur plusieurs sites. Se méfier, je parlais du cognitif, c'est super important. Si ça suscite une réaction émotionnelle qui est trop importante, potentiellement c'est que derrière on a voulu jouer sur ton émotion mais que c'est pas vrai. Parce que l'objectif d'un média c'est pas de jouer là-dessus, c'est vraiment de transmettre une information, alors d'un point de vue le plus on va dire objectif possible. L'objectivité c'est un peu un leurre, mais voilà, l'objectif c'est pas de susciter chez vous une réaction particulière, c'est vraiment de transmettre l'info, donc ça c'est important aussi à avoir en compte. Ouais, complètement. Et commencer, on est amené à partager les contenus. Toujours prendre le temps de vérifier avant de partager un peu. Pas partager n'importe quoi. Exactement. Qui qu'on soit d'ailleurs, qu'on soit un petit influenceur ou même je sais pas, moi je l'envoie à ma mère, à ma famille, même ça en fait, la désinformation elle va aussi sur des points très locaux, très précis, où du coup nous en fait on peut devenir aussi responsable de cette diffusion parce que si on le partage à nos proches, ils vont avoir confiance en nous quoi. Complètement. Je sais pas si vous avez déjà été victime, enfin c'est pas victime, mais il y a une époque où il y avait des messages qui circulaient même sur WhatsApp, l'eau est infectée, il faut plus boire l'eau du robinet. Et franchement, c'était, je sais pas, ça a commencé il y a 10 ans, ça a dû m'arriver 3 fois. Mais franchement, je me souviens, je diffusais le message à mes proches. Parce qu'en plus, à l'époque, c'était impossible que ce soit faux. Mais et c'est vrai que c'était un ami député que je ne citerai pas, qui un jour m'avait dit attention, c'est vrai et tout. Mais je pense qu'il avait une source qui lui paraissait sûre, mais cette source-là, elle a encore probablement eu d'autres sources. Et ça avait de toute façon, plus une ampleur, je m'en rendais pas compte à l'époque. De toute façon, plus une source, elle se délite, parce qu'elle est bouche à oreille, plus c'est compliqué, donc il faut aussi remonter. Et comme je le disais avant, si on a le moindre doute, ne pas forcément le partager trop rapidement, et puis attendre et se dire là je suis vraiment sûre, donc je la partage, parce que l'urgence en fait ça n'apporte généralement pas grand chose de bon. Non, en revanche, si tu es sûr que le contenu il est faux et qu'il peut avoir un impact, des conséquences sur une population, faut le signaler. Faut pas hésiter. Je pense pas que beaucoup aient le réflexe de signaler, pourtant t'as un petit bouton qui est juste en dessous du contenu, si je me trompe pas. Sur les plateformes, il ne faut pas hésiter à le faire. Et donc finalement, en fait, on en vient un peu au conseil le plus important. Et je pense que c'était là-dessus que tu voulais aller. Développer votre pensée critique. Voilà, important. Mais oui, c'est super votre intelligence. Important. Et puis en plus, faites-le déjà pour vous et pas que pour contrer la désinformation. Là, on s'adresse à un public cible et tout, mais je pense que les enseignants, les parents, ils ont leur rôle à jouer. Je dis pas qu'on est... Même moi, je suis pas toujours à la page des nouvelles formes de manipulation qui sont créées. En revanche, je pense qu'il y a un minimum à transmettre aux jeunes générations qui, je pense, là,
Je connais des enfants à 10 ans qui ont un téléphone. Oh, mais alors voilà, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 15 ans. Mais... Après, interdits ne veut pas déjà, dire ils peuvent qu'ils vont pas. détourner, ils peuvent détourner. Mais je pense que le plus tôt possible, il faut les sensibiliser. Et là, c'est un enjeu sociétal en fait. Ouais, carrément. Enfin, si je peux me permettre. Et du coup, bah, un peu pour terminer aussi, pour recentrer un peu aussi pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voilà, voient pas forcément d'impact direct, on le disait, hein, les enjeux autour de la désinformation, ils sont importants à considérer à plus ou moins long terme. Et j'entends notamment les élections en France qui se joueront l'année prochaine, mais en fait, les potentielles campagnes de désinformation, elles commencent en fait, dès à présent, des mois en amont. Et je pense que ça peut être intéressant parce que, comme tu le disais, il y a probablement des gens qui nous regardent qui vont voter pour la première fois l'année prochaine. Et je pense qu'à l'approche des élections présidentielles, ça peut être quelque chose, voilà, la désinformation, en tout cas des campagnes de manipulation, de déstabilisation, il va y en avoir, comme il y en a eu dans les dernières élections, que ce soit aux États-Unis, voilà, mais en fait en France aussi. Et donc je pense que c'est important, en tout cas, d'avoir aussi ce réflexe-là pour pas construire, comme tu disais, son vote à partir d'un seul fil. Voilà, ouais, tout à fait. C'est important et ça vous concerne directement. Voilà, c'est pas à l'autre bout du monde, c'est pas loin, c'est pas dans une autre langue, c'est ici maintenant et tout de suite que ça dure. Pour finir, moi j'aime bien quand je reçois des gens, c'est surtout voilà, dans la cyber, on est aussi un média qui a pour but d'intéresser en tout cas à ces nouveaux métiers, ce nouveau milieu qui se développe et aussi montrer à quel point il est plus accessible qu'on peut l'imaginer. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu toi de ton quotidien en tant que experte comment t'en es arrivée aussi en tant que meuf à bosser dans la cyber comme si c'est pas... Vous avez vu, je suis pas experte, moi j'ai pas fait des études dans la cyber, j'ai fait des études de lettres, de communication. Ouais, mais justement c'est intéressant parce que tu travailles pour un média quand même oui, tout à fait. orienté cyber. Voilà, et on a des journalistes qui sont globalement assez orientés cyber et tech. Nous, notre quotidien, c'est de suivre évidemment l'actualité chaude, mais aussi les grandes mutations en fait que la cyber vit, parce qu'on est sur une discipline qui évolue constamment. Et je pense que c'est d'ailleurs aussi pour ça que ça un peu le vent en poupe, on va pas se le cacher, de dire que tu bosses dans les cyber, mais c'est pas par hasard. Et non, et nous, ce qui nous tient à cœur, justement, c'est pas que de publier des actus chaudes, qui souvent ne sont pas traitées avec du fond, forcément, quand c'est publié le jour même si on a des brèves qui sont publiées. C'est vraiment de publier des enquêtes de fond, où on va aller creuser tel ou tel sujet, on va aller interroger plusieurs sources différentes pour avoir plusieurs témoignages. Et c'est ça que je trouve passionnant. Et en plus, voilà, l'idée c'est de parler aussi bien des informations que des nouvelles cybermenaces. On a voilà, des sujets qui sont très très variés, qui traitent de la confiance dans le numérique, tout à fait, et des typologies d'experts qu'on rencontre au quotidien très différentes. Et moi je suis arrivée là un peu, non je vais pas dire par hasard, parce que ça fait 10 ans que je produis du contenu pour des événements dans la tech. Avant, je montais des programmes de conférences, surtout sur l'IA et data, big data, on disait à l'époque. J'ai raison, à 50 ans. Et, ça paraît si loin, en même temps, et j'ai eu, et ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours voulu être journaliste, mais j'ai finalement j'ai jamais fait des études de journaliste. J'étais au CELSA, mais j'étais à l'ECOM. Et en fait, il y a 2 ans quasiment, j'ai eu l'opportunité de reprendre ce média parce que j'avais quand même fait une formation en rédaction. Et puis je connaissais un peu les sujets cyber et je me suis dit c'est un signe. Voilà. Et finalement, j'adore ce que je fais. Et c'est trop chouette. Et j'ai envie de porter les sujets auprès de tout le monde, femmes et hommes, et en effet de montrer aussi que c'est pas parce que t'es. Et puis que vous pouvez ne pas avoir fait voilà, déjà dans la cyber directement, qu'en fait la cyber ne nous est pas accessible. Et exactement, même si c'est bien parfois de laisser parler des vrais experts sur le sujet plus technique. Évidemment, mais voilà. Ça, moi je suis un peu je donne la parole à en fait, meilleure personne. Ton expertise pour justement mettre en avant qui n'est pas forcément une expertise cyber à la base. Ouais, c'est ça. Ouais, je veux dire qu'on flaire les bonnes personnes à mettre en avant pour faire circuler les meilleurs messages. C'était trop intéressant en tout cas. Merci beaucoup pour la confiance à toi. Merci beaucoup d'avoir échangé avec toi. Et merci de nous avoir suivis. Salut!